Salut les gars, j'espère sincèrement que vous allez bien depuis la dernière vidéo. Pour celle-là, la plupart des abonnés ne vont pas me prendre au sérieux par rapport à ce que je fais d'habitude. Mais quelques-uns m'ont demandé de parler de ce sujet. Je trouve ça intéressant de voir si c'est possible, et si ça l'est, comment se défendre. Ça peut aussi être valable dans la survie en général. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu spécial, un fantasme pour les uns et réaliste pour les autres. Et certains restent sceptiques sur une éventuelle invasion ou une épidémie de zombies. Tout dépend comment on voit les choses, tu me diras. C'est vrai que c'est très peu probable, j'avoue. Cela dit, j'aime bien les films, les jeux vidéo et les séries qui en parlent. Mais autant le dire tout de suite, je n'y crois pas de trop. Quoique... on verra ça après, et tu pourras donner ton avis en commentaire si tu veux. Mais faut s'attendre à tout dans ce monde, même à l'impensable. Avant de commencer, je voulais te dire qu'il y aura une sorte de légende, un indicateur pour chaque partie de la vidéo, pour ne pas créer de confusion entre le fantastique, le réel, mais aussi le neutre. Ça voudra dire que tu seras laissé avec ta réflexion, ton opinion personnelle, et chacun gardera le sien. Commençons d'abord avec le sommaire, avec le timing, si tu veux te rendre directement là où tu veux. On va voir en premier comment ça pourrait arriver, soit par la recherche médicale, la chaîne alimentaire, l'attaque terroriste, ou bien encore le trafic de drogue. Nous allons voir aussi les différentes attitudes entre le zombie fantastique et le zombie réel. On va essayer de démontrer le contraire avec source à l'appui. Et bien entendu, si ça arrive, il faudra savoir un minimum sur les armes, les protections et les atouts, sur les deux versions. Fantastique, réel. Et un petit jeu à la fin. On le considère comme un virus. D'ailleurs, comme la majeure partie des autres grandes maladies, il n'est pas naturel. Ça a été créé par l'homme pour diverses raisons, comme pour calmer ou diminuer la population dans certains pays, ou pour le business, en réclamant des dons via des publicités aux citoyens honnêtes, de bon cœur et surtout naïfs, pour la recherche d'un soi-disant remède qui lui aussi a été créé bien avant le virus même. Donc c'est une arnaque x3 si on prend en considération le fait qu'il faudra payer pour se soigner de ça. C'est tout un business qui n'est pas prêt de finir, jusqu'au jour où un virus débordera de trop dans leur laboratoire et l'espace. Ok, alors restons à notre échelle. Bon, ça c'est le côté sombre des choses, c'est vrai. Le monde est très beau et très gentil. Mais admettons qu'ils recherchent de manière approfondie sur ces grandes maladies. Ils seront amenés à un moment ou un autre à faire des expériences, pour ne pas dire torture, sur des animaux, et peut-être même des humains, qui sait. Des détenus condamnés à perpétuité ou à mort, des disparus, des sans-papiers, kidnapping. Ok, on va rester soft, à la zombie-zoo. Il y aura sans doute des expériences à faire, on est bien d'accord? Quand on fait des expériences, surtout dans le domaine de la recherche médicale, il y a forcément des échecs, et la plupart seront mis sous observation, avec d'autres échecs. Là, ça commence à sentir pas bon, mais bon. Pas étonnant de devenir une sorte de zombie, avec tout ce qu'on mange, et je ne parle pas de ce qu'on respire, des médicaments et des vaccins. D'ailleurs, je devais faire le rappel en 2005, que je n'ai pas fait, pour dire on est de vraies poubelles toxiques en vrai. Si notre alimentation est bourrée de produits cancérigènes, de la chair d'animaux stressés sous forme de poudre, du pétrole qui sointe microscopiquement, des plastiques d'emballage à même les aliments, j'en passe des vertes et des bien mûres comme un zombie. Et je ne sais pas quoi d'autre truc bizarroïde. D'ailleurs, en parlant de ça, sur l'étiquette d'un produit, quand le pourcentage d'un ingrédient ne dépasse pas 0,01, n'est pas obligé d'être précisé. Coïncidence ou une contamination arrangée sur du long terme, au-delà du profit. En tout cas, ça ne donne pas envie de manger leur nourriture. Berk. Vu comment on est protégé des attentats en France, et dans d'autres pays aussi, il y a de quoi se poser des questions sur notre sécurité. Et il y a bien une faille quelque part, ce n'est pas possible autrement. Des armes non déclarées passent les frontières, ainsi que des explosifs, de la drogue aussi. Le trafic d'êtres vivants, animaux et humains, enfants comme adultes, existe aussi bel et bien. En tout cas, en grosse quantité bien sûr. Plus c'est gros, plus ça passe inaperçu. Alors je ne vois pas pourquoi une manette remplie d'échantillons d'un virus zombifieux ne pourra pas arriver dans les mains des terroristes. Inutile de le dire, mais je vais le dire quand même. C'est dangereux pour notre santé de consommer de la drogue. Bon, ça c'est fait. Malgré ça, ça n'empêche pas que le business fleurit de jour en jour. Les drogues deviennent de plus en plus dures, de plus en plus chimiques, de plus en plus accessibles. Une aubaine pour celui qui veut une échappatoire, vu que la vie est plus dure que la drogue pour beaucoup de personnes. Je ne cautionne pas, mais c'est un petit peu normal de vouloir oublier ce monde le temps d'une dose.
Plus facile à dire qu'à faire, mais ce n'est pas la meilleure solution. C'est un cercle vicieux. Ne l'oublions pas. En manque, on réagit de manière imprévisible. Ça rend agressif, vicieux, et on fait des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire pour payer sa conso. Rien ne m'étonne. Pas même le fait qu'une ou plusieurs sortes de zombies soient créés involontairement dû au mélange de drogue. Au fur et à mesure des années, le corps s'y habitue en quelque sorte. La santé beaucoup moins. Et pour les mêmes raisons que les recherches médicales, il faut des volontaires. Kidnapping pour tester ces nouvelles drogues créées dans des labos clandestins. Donc test, échec, 3 petits points. Il y a sûrement un tas d'autres raisons d'en arriver à ronger la rotule de son voisin. Je t'invite dans les commentaires pour en parler. Si on se réfère à Hollywood, on peut reconnaître un zombie par ses attitudes générales suivantes. Il est dépourvu de douleur, il ne sent rien, que ce soit physiquement, moralement, sentimentalement. C'est quelqu'un qui est devenu quelque chose, privé de conscience, difficile, voire impossible de le raisonner. Cannibale et violent. Les actions principales sont limitées aux gestes primitifs. Se déplacer, agripper et mordre. Plus fort en masse. Ses 5 sens propres, le toucher, quasi nu, ne ressent plus rien. Sa vue, affaiblie, aperçoit des ombres. Son ouïe, affaibli aussi, entend que les gros bruits. Son odorat, en dessous de la moyenne, mais différencie l'odeur de la viande fraîche à celle de la variée. Son goût, diminué. Gros appétit, privilégie la quantité plutôt qu'à la qualité. Alors c'est bien sûr une métaphore, une image. On cherche un lien dans le comportement qui se rapprocherait le plus du zombie fantastique au zombie réel, pardon. Les gens vivent comme ça. On voudrait nous habituer à cette vie de consommation, à être semi-égoïste, demi-esclave. Le syndrome du zombisme. Dépourvu de douleur, physiquement. Vit pour travailler, ne travaille pas pour vivre. Moralement. Aucune morale. Ne pense pas par lui-même et qui dépense malgré lui. Sentimentalement. Les rapports familiaux se font par intérêt, comme l'amour et l'amitié. Par contre, le partage, la confiance, la joie, font place à l'égoïsme, la méfiance, la tristesse. Quelqu'un qui est devenu quelque chose. Mort de l'intérieur sans s'en rendre compte. Tête baissée, avance les yeux rivés sur le téléphone. Privé de conscience, impossible de le raisonner. Tout est dit là-dedans. Cannibale et violent. Cannibale dans le sens figuré, puisqu'aujourd'hui on se bouffe le nez pour un oui et pour un non. Et peut-être même au sens propre. On ne sait pas ce qu'on mange vraiment. Les actions principales sont se déplacer, travailler et manger. Comme dit le dicton, métro, boulot, dodo. Plus fort en masse. Comme tout bon mouton qui se respecte, il suit la masse. Remarque, le troupeau fait la force du berger. Ses 5 sens figurés. Le toucher. Lâche l'utile pour s'accrocher aux choses futiles. Les mains liées, il a que la liberté de consommer. La vue. Ne peut pas voir plus loin que le bout de sa télé. Aveuglé par le mensonge, il ne verra rien arriver. En quelque sorte, il ne voit pas ce que je veux dire par là. Oui, il aime ce qu'on lui fait écouter, à la radio, aux infos, clip à la télé, mais n'écoute pas ce qu'il aime vraiment. Assourdi par ce qu'on lui propose, il se satisfait qu'un son de cloche. Il ne veut rien entendre d'autre. L'odorat se fait mener par le bout du nez et se sent bien. Néanmoins, Pour le confort matériel, il a le nez fin. Le goût, de plus en plus gourmand, sans apprécier ce qu'il a déjà acquis. La différence entre le fantastique et le réel est subtile. C'est la même chose en fait. L'un est au sens propre, l'autre au sens figuré. L'un vit dans un monde monté de toutes pièces et l'autre dans un monde falsifié. Ce monde, celui dans lequel on vit, est archi pourri. Un jour ça va péter, c'est obligé. J'ai envie de dire plutôt ce que Hollywood veut nous faire croire. C'est qu'une invasion de zombies peut durer des années, ou plusieurs décennies même. Mais non, dans notre corps, on a une sorte de bactéries, les enzymes, qui nous servent à digérer les aliments. Ces bactéries n'ont besoin d'aucun composant supplémentaire pour être pleinement actifs. Je vais la faire simple. 3 jours après notre mort, quand on n'aura plus rien à digérer, ces bactéries commenceront à nous digérer de l'intérieur. En fait, on s'auto-digérera, quoi. Cela signifie qu'un zombie aura un peu plus de 3 jours pour mordre et contaminer quelqu'un, et ainsi de suite. J'ai mis quelques sources dans la description. Mais pas d'inquiétude, pour ceux qui se demandent, si tu ne manges pas pendant 3 jours en étant vivant, notre corps transformera notre graisse en acide gras et nos muscles en sucre pour nourrir le cerveau. Et si tu en as plus assez, tu meurs de faim, environ 3 semaines. Bon, au-delà de 3 jours, si ça persiste encore, il faudra se défendre et se protéger contre les zombies-nounours. Donc aux armes citoyens, forgez vos protections.
On a vu les caractéristiques d'un zombie fantastique. La première chose à retenir pour un combat contre lui, c'est qu'il ne craint pas la douleur. Il faudra donc le stopper avec le moins de coups possible, avec une arme qui puisse facilement couper ses membres ou soit lui casser les os. Je pense aux membres inférieurs, pour te laisser le temps de t'occuper d'autres s'il y en a. On pourra aussi tirer dans la tête, mais avec une démarche imprévisible, ça sera difficile de bien viser. Il faudra aussi rajouter à ça le stress et la peur. Les armes à feu seront à éviter, ça sera vraiment en dernier recours. Elles sont bruyantes, ça attirera l'attention d'autres zombies, mais aussi d'autres survivants. Et on peut vite être à court de munitions. Les armes blanches sont tip top pour ce genre de boulot. Il faut un minimum de force pour plus d'efficacité. Et la majeure partie sont silencieuses, faciles d'entretien, réparation simple, avec un grand choix d'amélioration artisanale. Quelques armes que j'avais sous la main à utiliser face aux zombies. Le poing américain. Avec ça on n'ira pas loin. Distance courte, dégâts faibles, il faudra se salir les mains avec. Et une bonne maniabilité. Couteau de survie. Un peu mieux que le poing américain. Distance courte, dégâts faibles, moyen si on sait où viser, il faudra surtout pas se planter. Une bonne maniabilité aussi. Machette, distance moyenne, on pourra garder notre distance. Dégâts moyens, force si bien affûté, maniabilité moyenne. La barre ressort, toujours dans ma voiture. Elle peut toujours servir. S'il y a 2-3 exercices à improviser. La fameuse hache hollywoodienne, l'arme à deux mains. Longue distance et dégâts forts, mais maniabilité très faible. Perso, ce n'est pas l'arme que je prendrais. Il y a aussi d'autres armes intéressantes, comme l'arc et l'arbalète. Il y a aussi des armes à éviter, des armes mécaniques, comme une tronçonneuse par exemple. Le bruit est trop fort et prolongé. Ça consomme du carburant et de l'huile pour l'entretien. Lourde et encombrante, fiable à court terme, et encore. Ce sont des os qu'on aura à faire, pas du bois. La chaîne pourra péter à tout moment. Et si tu cales, je t'en parle pas. Les armes crochues, à pointe, comme les clous sur un bâton. Le risque de rester coincé après avoir donné un coup dans le cervelet du zombie. Si tu as d'autres armes pas bonnes pour ce genre de combat, fais-moi signe dans les commentaires. Passons à la protection. C'est quelque chose d'important. Une griffure, une morsure et hop, contaminé. Si ce jour d'invasion de zombies arrivera, il faudra savoir comment parer leur attaque. Première chose à retenir pour la défense, ça serait leur vue et leur louis. Donc faut tirer profit. Rien de bien compliqué. Les matériaux pourront se trouver n'importe où. Et pas besoin trop d'outils pour leur transformation assez simple. Je vais pas faire une liste de fous, mais donner quelques exemples, après réflexion de ce que j'ai sous la main. Leur sonore et visuel. Un pétard, une lampe torche ou un feu d'artifice pourra nous servir comme leurre. Pour se créer un chemin s'ils sont trop nombreux pour une confrontation. Ou de pouvoir les déplacer là où on veut. Un peu comme les infos TV, tu vois le délire. NAS métallique à grosse maille. Oui, grosse maille. Bloquer son coup de croc. Essayer de coincer ses dents dedans, pouvoir lui couper la tête sans prise de tête. Un bidon en plastique. Je n'y crois pas trop, je n'ai pas eu l'envie de gaspiller ce bidon. Mais si le jour Z arrive, on pourra l'assouplir en le chauffant, en lui donnant la forme souhaitée. Des tibias et des avant-bras uniquement. Pour la mobilité. Et d'en faire une armure. Les dents glissent dessus, et on aura le temps d'enchaîner le zombie ou de le repousser. Sans oublier plusieurs paires de gants bien sûr. L'huile, de cuisine ou de moteur. On pourra s'en servir un peu comme le principe de la savonnette. Impossible de t'attraper. Enfin impossible, c'est vite dit. À mettre sur l'armure en plastoc. Lol. Protection buccale, auriculaire et respiratoire. Si on tape trop fort, au bon moment, au bon endroit, il pourrait y avoir des éclaboussures. Pour ma part, foulard, avec un peu de baume du tigre. Parce qu'un zombie ça schlingue. Une grille pour pas attraper le foulard. Et des lunettes étanches. Pour les éclaboussures. Plusieurs atouts sont nécessaires pour gérer la zombitude. Et ça même dans la survie générale. Il te faudra acquérir certaines compétences qui pourront te sauver les noix de cajou. Silencieux. Quand je dis silencieux, c'est bien sûr se déplacer, se défendre, 3 petits points. C'est aussi valable si t'es un chien. Ou quand tu roupilles, tu ronfles, quand tu dors, t'es mort mon pote. Jamais dormir sur le dos. Créatif. Déjà en temps normal, ça fait de toi de quelqu'un d'original, mais dans la zombifidus, ça te servira à repérer des choses qui pourront te sauver les fesses, alors que d'autres ne verront pas d'utilité. Sportif. Bien sûr, il faudra courir, sauter, grimper. Il faut privilégier l'endurance à la rapidité. Les zombies sont lents et se fatiguent pas. Et ne pas attendre au moment venu pour se mettre au sport. Si tu arrives à survivre jusqu'au lendemain, je te raconte pas les courbatures. Et ça te pourrait coûter la vie. Pour le côté réel, les armes sont le savoir. Et les actes sont les munitions. Les protections sont le bouton off de ta télé et de ta radio info. Et les atouts sont d'être sur le qui-vive. L'anticipation et le savoir-faire. On arrive au petit jeu. Faut jouer le game, sinon ce n'est pas marrant. Je t'ai contaminé avec cette vidéo. Tu as de la fièvre, tu te sens mal, un mal de tête atroce. Tu es parmi nous. Tu es un zombie maintenant. Pas de pitié, contamine le plus de gens possible en partageant cette vidéo. Et abonne-toi au passage. À la prochaine vidéo. En attendant, faites ce que vous avez à faire.